Bienvenue très chers téléspectateurs de la Radio-Télévision Nationale de Développement. Je suis dans ce beau jardin de la RTNC2 Développement avec Piero Elmeju Chimbila. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes écrivain. Merci. Je pense que plusieurs de nos téléspectateurs peuvent remarquer, ils peuvent se dire c'est encore quel métier, c'est en quel entrepreneur, mais vous êtes écrivain. Exact. C'est ce qu'on appelle dans la catégorie des ce qu'on appelle infopreneur. Info-entrepreneur, mais en bref on dit infopreneur. C'est-à-dire que c'est des personnes qui mettent à la disposition du public l'information à travers les livres. Voilà, c'est une forme d'entrepreneuriat, mais qui n'est pas aussi assez connue parce que quand on voit entrepreneur, on voit l'argent. Et les gens se demandent si dans notre pays, un entrepreneur, un infopreneur peut avoir l'argent qui peut le faire vivre. Voilà un peu, mais j'évolue dans ce qu'on appelle infopreneur ou info-entrepreneur. Mais avant d'entrer vivement de votre métier d'écrivain aujourd'hui, à vous voir, vous avez pris de l'âge. Vous n'avez pas commencé directement à quitter l'université et puis vous tombez comme un cheveu dans la soupe à être écrivain. Ah, je ne savais pas que j'avais déjà pris de l'âge. Je pensais que j'étais encore plus jeune. Ça se remarque comme en regardant, on se dit... Exactement. En fait, moi, j'ai connu plusieurs parcours. Je peux dire plusieurs conversions et reconversions. J'ai commencé d'abord comme technicien de laboratoire. C'est ma formation de base. Moi, je fais le domaine médical. J'ai travaillé pendant quelques années. Mais je rêvais être un journaliste, c'était mon rêve d'enfance. Et puis je me suis retrouvé là comme journaliste. J'ai travaillé pendant 24 ans comme journaliste. Mais pendant que je me préparais, j'étais encore journaliste actif. Là, je suis devenu, on peut dire, passif. J'avais une seule vision, une seule mission, c'est de me consacrer à deux choses. L'écriture et l'enseignement. Je devais quitter le journalisme pour me consacrer uniquement à écrire des livres et à pouvoir enseigner le contenu de mes livres à la population. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé de technicien de laboratoire en passant par le journalisme, aujourd'hui écrivain, mais écrivain aussi scotché à autre chose que je fais. Je suis un formateur, je suis dans le coaching et dans l'accompagnement. Voilà, c'est ce que je fais actuellement, mais je n'ai pas commencé ça hier. J'ai commencé cela en 2016. En attendant que je puisse quitter le journalisme, j'étais en train déjà de me préparer avec des formations, avec l'exercice de la lecture et l'écriture pour pouvoir me consacrer uniquement à l'écriture et vivre de l'écriture et vivre de la formation comme une autre passion après le journalisme. Avant d'en arriver vraiment du vécu au quotidien et gagne-pain en tant qu'écrivain, expert laborantin, journalisme et écrivain. Combien d'efforts et en combien d'années vous avez fait pour être vraiment assidu et vous n'avez pas travaillé dans n'importe quelle entreprise, c'est la Radio Capi. Exactement. C'était comment? Oui, Parce d'abord... qu'on sait qu'un laborantin, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Ils sont en train de regarder, d'écrire. Exactement. C'est parler en fait, et à vous voir, on ne sent rien de labo. Hein. Le labo, c'était en principe le rêve de mon père. Le labo, c'était le rêve de mon père. Il faut quand même dire que mon père voulait que je puisse faire le domaine médical. Et moi, depuis l'enfance, je lui disais, je vais être journaliste. Et mon père me disait, non, il faut faire le domaine médical. C'est comme ça que je me suis retrouvé là, comme technicien de laboratoire, laborantin, biologiste médical, si il faudrait appeler. Mais j'ai travaillé là. Mais déjà, pendant que je travaillais dans les hôpitaux, j'ai passé tout mon temps à parler. Je suis le porte-parole de tout le monde, je suis celui qui prend la parole dans les conférences, je suis celui qui... Je ne fais que ça, parce que je voulais vraiment parler. Et en plus de ça, je vais déjà écrire. Je me mets déjà à écrire, je suis un grand écrivain. Même pour les lettres d'amour, j'écrivais très très bien. Déjà. Ah oui, hein, c'est ça que je tiens à la main. Ma lettre d'amour et mon cri de cœur pour toi, mon Congo. Mon premier livre. Mais j'ai aussi un roman qui n'est pas encore édité, qui est encore manuscrit, que j'ai commencé à écrire depuis les années 97. Wow. Les illusions, qui parlent des élections alors qu'on n'en avait pas encore pendant ces temps-là. Je parlais de l'échec en politique. Voilà. Ça veut dire que de technicien de laboratoire, mais je nourrissais mon rêve d'être journaliste et de me consacrer à l'écriture. Et comme c'était mon rêve, je tombe sur une relation. Je me rappelle, c'était en 99 à Chikapa. Je croise le directeur provincial de l'antenne A, chaîne de télévision antenne A dans le temps. C'est lui qui va me regarder, il dit, mais Piero, tu as fait le domaine médical, mais en te regardant,
tu es un grand journaliste. Est-ce que tu peux venir à la télévision commencer à animer une émission? Et ça a commencé comme ça. Et je me suis rappelé de tout ce que je regardais sur La Voix du Zaïre, Télé Zaïre, comment les journalistes se positionnaient, comment ils se mettaient. Je m'étais préparé déjà mentalement, parce qu'on n'a pas des écoles de journalisme dans les provinces. Et directement, je me présente devant la caméra, on dépose la caméra et moi, je commence à parler à la télévision. Je commence à présenter l'émission. Et le lendemain matin, à Chikapa, c'est tout le monde qui dit, mais ce monsieur-là, il vient de La Voix du Zaïre. Non, il est en chaîne de l'OZRT. Alors que je venais à peine de commencer. Oh. Exactement, et c'est comme ça que tout est parti. Et après 2 ans, j'ai commencé maintenant à la radio. Je suis allé à la radio, j'ai marché de radio en radio. J'ai stabilisé un peu mon travail pendant 8 ans avec la radio Kassa Horizon. Jusqu'à ce que j'ai été recruté, j'ai passé les concours et j'ai été recruté à la radio Capi. Et c'est là vraiment le mystère, c'est ce que tout le monde dit, mais comment quelqu'un qui a fait le domaine médical peut-il exceller dans le journalisme jusqu'à atteindre le niveau qu'il a atteint? Et comment peut-il écrire? C'est ce que j'écris aussi dans mon deuxième livre. C'est comme un autodidacte. Je suis un autodidacte, sur tous les plans, moi je suis un autodidacte. Mais je veux dire ceci, Dieu quand il nous a créés, il ne nous a pas créés médecins. Dieu n'a pas créé un médecin, Dieu n'a pas créé un journaliste, n'a pas créé un comptable, il n'a pas créé un informaticien. Dieu a créé un homme à qui il a donné toutes les facultés d'adaptation et d'apprentissage. Ça veut dire aujourd'hui, si quelqu'un dit que non, moi je ne peux qu'être qu'un comptable, je ne peux être que... Cela veut dire qu'il ne connaît pas ce que Dieu a placé en nous comme faculté. Dieu nous a donné la capacité de nous réinventer, de nous réadapter et de pouvoir adapter chaque environnement. Vous savez, aujourd'hui, si on dit on n'écrit plus, il n'y a plus de journalisme, il n'y a plus de laborantin, moi je veux trouver autre chose à faire. Oui. Si vous me dites que non, vous allez Pierrot, être un conte, raconter des contes. je peux le faire. Et même la pelouse. Si vous me dites, Pierrot, il faut tondre cette pelouse, je serai le meilleur tondeur de la pelouse. Parce que je pense que Dieu nous a donné la capacité de nous adapter dans les circonstances. Dans n'importe quelle voilà. circonstance. Pendant le temps, oui, exactement. Pendant le temps de Covid, j'ai suivi une formation avec un coach qui disait, aujourd'hui, pour se retrouver dans le monde actuel, vous devez faire la mise à jour de vos connaissances et de vos compétences chaque jour. Mise à jour. Ça veut dire que vous devez aller acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances pour que vous puissiez vous retrouver dans le monde actuel. Parce que votre emploi, l'entreprise peut fermer. Aujourd'hui, on invente des robots. Vous pouvez aller, on vous dit non, on a inventé une machine qui fait votre travail. Et vous allez faire quoi? Vous allez être chômeur. C'est pourquoi j'ai dit... Il faut réparer maintenant les robots. Exactement. Dieu nous a donné les capacités de pouvoir nous réadapter, nous réinventer et évoluer. Et c'est ce que moi j'ai pu profiter. Et je n'ai pas dit que je me suis arrêté là comme écrivain, journaliste, et enseignant, coach, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir. Demain, je peux me reconvertir encore. Vous allez me voir, pourquoi pas, coach sportif, en train de diriger une équipe de sport. Mais non, votre premier livre, c'est Ma lettre d'amour et Mon cri de cœur pour toi, mon Congo. Apparemment, à vous lire, et même le deuxième que je vois, c'est Et si tu pouvais oser. Ça sent la passion de la patrie. Pourquoi un si grand amour à la patrie pendant que, bon, il y a des gens qui disent, en tout cas, ce pays-là, hein, on peut même mettre ça, faire louer ça aux gens et puis aller ailleurs et revenir. Mais vous avez cette passion de faire aimer les jeunes, pourquoi pas des adultes, notre Congo. pays. La première chose, c'est que nous n'avons pas un autre héritage que ces pays. Nous n'avons pas un autre héritage que ces pays. Dans le livre, d'ailleurs, Ma lettre d'amour, vous allez trouver, je crois, dans le... Et puis il y a le drapeau, hein, quand il regarde bien, vous oui. avez pensé au drapeau. Dans l'avant-propos, j'ai évoqué le verset qui est, je crois, dans Jérémie, où Dieu dit au peuple d'Israël, priez pour le bonheur de la ville là où vous êtes en captivité. Parce que votre joie, votre bonheur dépend du bonheur de cette ville-là. Mais nous, les Congolais, nous ne sommes pas en captivité, nous sommes sur notre propre sol. Ça veut dire que notre bonheur, notre joie, notre richesse est liée à cette terre. Et si on n'aime pas cette terre, on ne peut pas s'épanouir. La première chose, il faut aimer ces pays. Aimer ces pays, ça veut dire aimer le Congolais. Poser les actes qui montrent que nous aimons notre pays. Et c'est la seule chose. Je me suis toujours dit, je ne pense pas qu'un jour je pourrais changer de nationalité et même m'installer ailleurs, je ne pense pas, je n'ai jamais rêvé ça. Une fois j'ai rêvé jouer la loterie là et je me suis resté pour dire, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Pourquoi aller m'installer ailleurs alors que nous avons un pays que tout le monde envie? Pour gagner plus de dollars qui tombent apparemment. Et pourtant il y a des dollars ici, il y a des gens qui viennent même vivre dans les dunes, non, qui viennent s'enrichir ici. Ah oui. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous enrichir sur notre propre sol? Alors c'est la première chose à faire, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aimer ces pays. Si on aime les pays, on va faire du bien pour les pays. Et c'est l'essence même de cette lettre d'amour. À l'intérieur, il y a plusieurs lettres adressées à toutes les catégories des Congolais pour leur dire, on ne peut développer notre pays que quand nous devons l'aimer sérieusement.
C'est-à-dire que si vous avez 1000 $ pour aller faire un forage d'eau, faites le forage d'eau. Si c'est pour faire la route, faites la route. C'est ça, comme ça que vous pouvez transcender le raisonnement mesquin pour montrer que non, vous aimez le pays. Et ce message-là, c'est une conclusion de mes 24 ans de carrière comme journaliste. Et je me suis dit, j'ai entendu, j'ai vu, je fais le reportage, j'ai circulé. Qu'est-ce que je peux aujourd'hui transmettre à des générations futures? C'est le message sur l'amour de la patrie, compte tenu de ce que j'ai entendu quand j'animais encore l'émission Parole aux idées sur Radio Okapi pendant 15 ans. J'ai entendu la population et j'ai conclu que la seule chose qui manque aux Congolais, c'est l'expression d'un amour véritable pour leur pays. J'aime bien titiller. Rapidement, je pense les Quinois ou les Louchois ou peut-être les gens qui habitent Congo central, précisément à Matadi. À Wanabatamboka, là-bas, il n'y a rien. Mais apparemment, vous venez de Congo profond pour Kinshasa. C'est l'avantage que j'ai eu, c'est d'avoir, de ne pas être complexé par des circonstances. Ouais. Jusqu'à l'âge de 20 ans. Il faut bien regarder les téléspectateurs parce qu'ils pensent qu'à l'intérieur, là-bas, il n'y a pas des gaillards comme vous. Hein? Non, tout dépend de ce qui est là-bas. Ouais. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai dormi sur la natte. Pourquoi? Moi, j'ai connu le matelas. C'est pour montrer que je suis sorti d'une famille pauvre. Quand on dit pauvre, ça veut dire pauvre. Chapeau bas, vous. Exactement. Mais vous êtes devenu mortel à travers ces écritures. Je me suis endormi, j'ai touché le matelas pour la première fois quand je suis allé à l'internat où j'ai fait les études médicales. J'avais déjà, je ne sais pas... 20 et quelques. Une vingtaine d'années. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans ce qu'on appelle la pauvreté. Tu fais 13 km à pied pour aller étudier, pour aller à l'école. Le matin, tu rentres le soir. Et quand tu reviens de l'école, tu prends la casserole. Je ne parle pas d'un bassin, je ne parle pas d'un bidon. Une casserole noire avec la fumée là. Tu vas à la source puiser de l'eau pour ramener ça et attendre que maman vienne de champ et qu'elle prépare pour toi la bouffe. Et tu dois relire et tu dois le matin refaire encore 7,5 km aller, 7,5 retour. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Mais déjà trop tôt, j'ai appris que les seules limites que nous pouvons avoir, c'est celles que nous-mêmes nous installons dans notre mentalité. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit à quelqu'un que tu es né pauvre, tu vas mourir pauvre. Parce qu'il y a un grand, c'est Bill Gates qui a dit, si nous sommes nés pauvres, c'est la faute de nos parents. Mais si nous mourons pauvres, c'est notre faute. Ça veut dire que si tu es né dans des conditions les plus difficiles, ce n'est pas toi qui as choisi ça. Mais tu n'es pas obligé de terminer ta vie dans les mêmes conditions que celles de tes parents ou celles dans lesquelles tu as commencé. Et trop tôt, déjà, j'ai appris que je pouvais aller plus loin. C'est pourquoi j'ai dit, je vais devenir un grand journaliste. Je l'ai dit, j'étais en 6e primaire. Moi, je vais devenir un grand journaliste. Et j'avais 2 modèles. Le premier modèle, c'était Kapokangoy, sur la voix du Zaïre, Télé Zaïre. C'est lui que je regardais à son âme. Je le regardais. Le deuxième modèle, c'est quand je regardais le match avec Kaboulou, Moana Kaboulou. J'ai passé tout mon temps à retenir même le match, même le journal de la voix du Zaïre, je le retenais. Et quand j'arrive à l'école, je reproduis ce journal-là. Je me mets comme à la télévision, je dis citoyennes et citoyens, bonsoir. Hier soir, le président fondateur a reçu le roi. Je reprends tout ce qui s'était passé dans le journal. Et je me suis dit que dans la vie, on ne peut pas se limiter. Les limites, il n'y a que ce que nous les installons. Mais déjà, ça m'a permis de briser la barrière, de dire je suis né pauvre, je suis né au village, j'ai fréquenté l'école à pied, je n'ai pas connu de voiture, je n'ai pas connu tout ça. Mais ça ne peut pas me limiter. Et je me suis retrouvé dans le domaine médical. J'ai dit je ne peux pas m'arrêter là. J'ai dit moi, mon rêve, c'est de devenir un grand journaliste. Je vais côtoyer le grand. Et j'ai côtoyé les grands, et il faut les signaler. Je me suis retiré. J'ai démissionné de Radio Okapi. Et votre épouse, des enfants, vous vous décidez un matin de laisser cette Radio Okapi où il y avait de lucre et puis vous avez la notoriété pour commencer encore un autre monde où on ne connaît pas où ça va nous emmener. C'était comment? Et c'est encore difficile parce que je suis dans l'année de la transition. Ça fait 1 année que j'ai quitté Radio Okapi. Mais il faut quand même rappeler que quand j'ai quitté le domaine médical, j'étais technicien de laboratoire, pour embrasser les journalistes, c'est encore plus grave. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Bon, ils n'ont même pas besoin de ça. Voilà. C'est encore plus grave parce que là, c'était ce qu'on appelle la misère noire. Vous savez d'abord qu'il n'y a pas de contrat de travail dans le média. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de salaire. Pendant 8 ans, tu abandonnes le boulot. J'ai mes microscopes, j'ai l'hôpital, j'ai tout ce que j'ai fait comme travail, j'abandonne. Pour embrasser une carrière qui n'avait ni garantie, ni salaire, ni quoi. Mais j'adorais ça et j'aimais le journalisme. Et quand les gens m'attaquaient, je leur disais, ce que je fais aujourd'hui, ça ne paye pas. Mais un jour, ça payera. Et le jour où j'ai décroché mon contrat avec Radio Okapi, je suis parti de zéro, je ne peux quand même pas le cacher. Imaginez-vous quelqu'un qui a grandi dans la misère, qui n'avait jamais vu le dollar. Le premier dollar que j'ai vu, c'était un, bon, entre guillemets, coupage. J'étais encore sur
sur Antenne A. J'ai interviewé quelqu'un, il m'a donné 5 $. J'ai mis 5 $ dans la poche, j'ai vu comme si le monde était en train de... Et tout ça. Bon, à l'époque, il avait quand même des valeurs. Hein, oui, il y avait des valeurs, mais c'est la première fois que j'ai touché, on venait du Zaïre, j'ai touché les dollars. Et j'ai fait ça pendant 8 ans. Et quand j'ai signé mon premier contrat avec Radio Okapi, j'arrive, ce sont des blancs, c'est extraordinaire, on me donne mon salaire, l'enveloppe du salaire. Je rentre au bureau, je me cache derrière l'armoire, je compte les dollars. C'est mon argent. Je me dis, mais est-ce qu'ils ne se sont pas trompés ou ils m'ont payé? Waouh! Ou c'est moi qui suis. Mais j'avais toujours la grande vision. Et même Radio Okapi, j'ai fait un premier contrat qui s'est arrêté. Quand le contrat s'est arrêté, j'ai dit, je ne rentre pas dans les médias locaux parce que moi, ma vision, c'est la grandeur. Oui, où je vais à la BBC, où je vais à la RFI, où je veux aller. Et j'arrache le contrat pour venir de Kananga, pour venir à Kinshasa. Et je vous dis, quand je suis arrivé à Kinshasa, c'est encore difficile, hein, le Kinois, pour accepter quelqu'un qui vient du village comme journaliste. On te demande, quelqu'un dit, mais Pierrot, là, il a étudié où? Non, non, mais il paraît qu'il a étudié en dessous d'un arbre. Alors, mais quand j'arrive, je me dis... Mais ce que j'aime dans ce pays, on a beaucoup de dirigeants qui sont de gens qui viennent de Congo profond. Mais c'est parce que au Congo profond, depuis notre jeune âge, depuis l'enfance, on nous apprend à travailler. On dit à un enfant, tu dois travailler. C'est-à-dire que moi, pour payer mes études secondaires, je vais relever 2 faits. Mon père perd le boulot. Et pour payer mes études secondaires à partir de 4e, j'étais obligé d'aller faire le braise. Le champ. Je reviens de l'école secondaire, je suis en 3e des humanités. J'étudie dans la ville de Kananga jusqu'à chez moi au village, ça fait 16 km. Je pars à 4 heures, je reviens et je pars dans la forêt, couper les bois et faire les braises pour vendre et payer les études. Comme j'avais fait les humanités agricoles, en même temps, j'avais le jardin à la maison, j'ai planté les choses. Et j'ai récolté les produits de mon jardin et je vendais pour payer les études. C'est-à-dire que depuis très tôt, quand on est en province, on nous apprend à travailler. Quand tu as 18 ans, on te dit tu dois déjà construire ta case. Mais ici, on a des enfants de 30 ans qui dorment encore dans la maison de leurs parents. Et le papa qui dit c'est un enfant, malgré qu'il a 30 ans. Malheureusement, c'est ça la capitale. La capitale fabrique, il faut quand même le dire, il y a beaucoup de paresseux ici. Il y a beaucoup de paresseux. Mais quand on est en province, on nous apprend à travailler tôt, fille ou garçon. C'est-à-dire que quand on arrive à Kinshasa, on a la possibilité de percer plus facilement si on nous met dans des conditions, les minimums qu'on n'a pas quand on était au village. C'est pourquoi ceux qui viennent de l'arrière-pays, ils ont la capacité d'acheter même un petit terrain, de construire une maison, de se marier plus vite et de s'organiser que ceux qu'ils ont trouvés sur place, qui passent tout leur temps dans le discours, la distraction. Non, ça, il n'y a pas tort. Hein. Moi, je suis quinoise, on connaît. On fait souvent ces débats dans nos familles qu'il y a plus de paresse. Exactement, pour nos enfants ou nos frères qu'on a grandi ensemble, que les gens qui nous viennent de l'arrière-pays, parce qu'eux, ils sont compétitifs depuis l'université. Eux, ils connaissent Gombe, que nous ne connaissons pas, mais on habite Kinshasa et puis on est grandi. Exact. Est-ce que le métier de l'écrivain aujourd'hui, vous pouvez dire en peu de temps, ça peut vous faire vivre et ça vous fait vivre? Oui, chaque métier peut faire vivre quelqu'un. Tout dépend de quel système vous mettez en place pour que ça puisse vous faire vivre. Quand on grandissait, on nous disait que non, il faut faire la médecine, les médecins sont bien. Mais j'ai croisé des médecins qui vous pleurent du matin au soir derrière le numéro matricule, ils cherchent la prime des risques, ils vous disent non, ça devient difficile. On nous a dit non, ceux qui ont fait l'informatique, j'ai trouvé un motard qui a fait une licence en informatique, il a fait maths info, mais il est motard, il dit non, vieux, ça ne marche pas, j'ai fait l'informatique, mais je ne me retrouve pas. Et il fait la moto. Vous voyez, tout dépend de comment vous réfléchissez dans votre métier. Et même le journalisme, on disait que ça ne paye pas, mais les gens ne le quittent pas. Nous ne sommes pas payés, on n'a pas de contrat, mais ils sont toujours là. On ne va pas quitter. Voilà, c'est pourquoi, ça dit qu'on sait comment on arrive à joindre les deux bouts du mois. À joindre les 2 bouts du mois. Mais le métier d'écrivain, c'est encore plus compliqué parce que l'achat des livres pose problème. Mais tout dépend de comment tu organises ta distribution. Et c'est ce que moi je fais aujourd'hui. Mais il faut quand même ouvrir une parenthèse. Les gens n'achètent pas les livres. Il faut qu'on sache que là, les gens n'achètent pas les livres, les gens achètent l'auteur. Et le fait que j'ai fait 24 ans de carrière, ça m'a permis de faire un petit nom. Et quand quelqu'un dit c'est Pierrot qui a écrit, même s'il n'a pas envie de lire, mais il achète Pierrot. Voilà, ça c'est le prélude. C'est-à-dire que je préparais ma carrière d'écrivain à travers le journalisme. Ça peut faire aujourd'hui qu'une personne qui m'a toujours écouté à la radio, qui a toujours lu mes publications sur les réseaux sociaux, a la possibilité d'acheter mon livre parce qu'il m'a déjà entendu, il m'a déjà lu. Et il a l'intérêt. Il y a des gens qui ont acheté mes livres et qui n'ont jamais lu. Tu l'appelles une année après. Ah, mais je ne l'ai même pas lu. J'ai dit, on n'a pas acheté les livres. En fait, il m'a acheté moi. Mais ça ne te nourrit pas d'un coup comme ça. Mais ça te nourrit si tu mets en place un système qui permet que les livres soient distribués
et soit acheter. Mais c'est assez compliqué. J'ai des gens qui gagnent de l'argent, même mes collègues, mes amis, qui n'achètent pas. Ils te prennent les livres, ils disent mon cher, mais toi aussi, tu ne peux pas nous distribuer ces livres gratuitement. Ça y est arrivé plusieurs fois. J'ai des exemplaires qui sont partis comme ça et les gens n'ont pas payé. Mais c'est un livre, si vous voyez, il est édité à l'étranger. Marie Bro Foundation Publishing, c'est à Londres. J'ai payé l'éditeur. Je fais ça compte d'auteur. Quelqu'un ne me finance pas. Je fais tout moi-même. Et ces livres sont venus par DHL. Et quand ça arrive à Kinshasa, quelqu'un te dit, bon, non, mais tu peux me les donner. Imaginez-vous que vous avez payé la correction. Mais ça, c'est une mauvaise habitude. Hein. Ah oui, mais c'est ça une mauvaise habitude. Il faut refuser ça. C'est une très mauvaise habitude parce que vous avez investi. Exactement, quand je vois le livre, je vois la qualité, je vois le design. Et même, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé dedans. Je vous assure, beaucoup de gens. J'ai amené ces livres dans la plupart de nos maisons d'édition. Impression, on m'a dit, on ne peut pas faire cette couverture ici. Oui. On me l'a dit ici, les imprimeries m'ont dit, nous ne pouvons pas produire ça ici. Et quand vous regardez la facture, ne fût-ce que pour les traitements de la couverture, les traitements de la photo, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et malgré ça, je paye par DHL. Vous voyez ça, déjà l'idée. Normalement, ça devait venir par voie maritime, c'est moins coûteux. Voilà, c'est moins coûteux, mais j'ai fait arriver ça par DHL. Et quelqu'un te dit, non, mon cher, mais tu peux nous distribuer les livres. Bon, des fois, je souris, je dis, bon, c'est un problème dans notre société. On n'a pas encore compris comment encourager les domaines de l'écriture. Parce que c'est un domaine qui reste pour des générations. Que je sois parti, mes enfants, les arrières, je reste immortel. Et c'est ce qui me fait plaisir. C'est le fait que quand je vois même dans une bibliothèque, dans un rayon, je vois mon livre, ou chez moi à la maison, ou un ami qui en a, quelqu'un qui m'appelle même de l'étranger, j'ai lu ton livre. Ça me fait plaisir. Ma lettre d'amour est mon cri de cœur pour toi, mon Congo. Quelle est la meilleure lettre d'amour que vous avez écrite dans ce livre qui vous a marqué? Toutes les lettres sont meilleures. Mais j'aime bien l'histoire de celui qui est devenu professeur, de l'Unikin. Ah oui, mais ici, en fait, je dénonce. Parce que dans ma lettre d'amour, je dénonce aussi le mal que nous avons fait pour ces pays. Il y a une lettre adressée aux journalistes, aux musiciens, afin que tout le monde se retrouve. Alors l'histoire, là, je parle aux professeurs. Parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Des professeurs disent que l'université n'est pas faite pour les enfants des pauvres. Et pour la plupart des gens qui disent ça, ce sont eux qui sont allés étudier à l'étranger avec la bourse de l'État. Et ils étaient pauvres. Mais ils étaient pauvres. Oui. L'État les a soutenus, ils ont étudié pendant cette génération-là, mais ils vous disent aujourd'hui, et vous voyez dans les universités où on ne peut pas donner une distinction à un enfant. Il entre dans la vie, dans la cour du roi, exact. Et il se fait prince, pendant que lui, il était... Mais j'ai vu un témoignage dans une université que je vais taire le nom, où une promotion, il n'y a que les distinctions n'ont été données qu'aux enfants proches des professeurs. Parce qu'ils ont besoin d'avoir le leur comme assistant, comme c'était, pour assurer un peu, on peut dire, la pérennisation de leur vie à l'université. Et vous avez des distinctions comme ça, et un garçon a raté la distinction, parce que d'abord, le professeur lui a dit qu'il n'était pas de sa religion, et puis il était d'une autre province. Et quand je l'ai rencontré, il pleurait. Mais aujourd'hui, je lui ai dit non, ne te limite pas seulement à ton université, tu peux faire à l'extérieur. Il est allé à l'extérieur, il est un grand professeur aujourd'hui, je l'ai dénoncé dans les livres. Je parle des points sexuellement transmissibles pour les écoles. J'ai dit, mais vous avez 700 filles dans une université. Mais vous dites que non, voilà, pour qu'une fille puisse avoir et réussir, pour savoir le point, elle doit passer. Combien de filles avez-vous besoin pour vous satisfaire, pour assouvir vos besoins? Tout ça, ce sont des choses qui se font, je ne raconte pas. Ça se fait dans nos universités. Nos filles, elles vous les témoignent, elles vous les disent. J'ai vu une fille dans une université qui a repris, qui a fait 3 fois la première licence, parce qu'il y a un professeur qui tenait coûte que coûte qu'il puisse coucher avec elle. Et elle a raté, elle a échoué son cours pendant 3 années. Je lui ai dit, bon, donne-moi ton dossier. On l'accuse, on le met à la justice. Non, je ne fais pas de problème, mais quand il s'est plaint auprès du recteur, les choses ont changé et puis elle a pu terminer les études. Ce sont des faits réels qui se font dans notre milieu. Mais pourquoi on peut arriver à ça? Si on aime le pays, on ne peut pas lui faire du mal. Je m'adresse aux militaires, je m'adresse aux policiers, je m'adresse aux agents de l'État, aux élus, aux ministres, à tout Congolais. Je m'adresse à lui dans cette lettre d'amour-là. Et mon souci aujourd'hui, c'est que ces livres soient lus par tous les Congolais. Mais je n'ai pas le moyen de pouvoir l'imprimer et le distribuer moi-même si je n'ai pas un appui. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'on peut vous atteindre? Parce que je ne vois pas votre mail. Comment ils peuvent vous atteindre, les gens qui vont vous suivre sur Internet? Si les gens ont besoin, je ne sais pas si aujourd'hui les gens écrivent encore des mails,
Mais ce qui est plus facile, c'est le Et téléphone. à l'Internet. Il y a l'Internet, mais par téléphone, c'est encore plus mieux. Par WhatsApp, les 081 122 68 55, 081 122 68 55. À travers ce numéro, on peut facilement commander les livres, mais pas seulement les livres. Parce que les livres contiennent un message de formation. Si vous êtes dans une université, dans une église, dans une ONG, vous avez besoin qu'on vous parle sur le leadership, sur l'amour de la patrie, sur le travail bien fait, sur l'amélioration des résultats. Je reste encore disponible. Je peux facilement rendre service à ces pays. C'est ma manière de contribuer à faire du Congo plus beau qu'avant. Oui, ou bien carrément écrivez ou appelez à ce numéro qui est devant vos petits écrans. Cette émission va vous mettre en contact avec l'éditeur qui a quitté du journalisme. Aujourd'hui, il est écrivain et conférencier et coach. Exactement. On peut dire bonjour à votre assistante. En regardant la caméra, vous saluez l'assistante. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Je vais rendre hommage particulièrement à une personne, c'est Madame Beki Mbombo Ouailunga. Tout ce que je peux dire, c'est que les résultats de ce que j'obtiens aujourd'hui, c'est parce que tu es là, parce que tu inspires. Merci, je te salue. En tout cas, moi, pour finir, j'aimerais quand même rappeler à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis, mise à jour de vos compétences, c'est utile. Ça, je le retiens de vous. Merci. Et de vos connaissances. Oui, merci d'avoir accepté cette invitation. En tout merci cas, beaucoup. Ce n'est pas la dernière. On aura à vous faire passer peut-être dans d'autres émissions pour que vous donnez les meilleurs de vous-même. Pour aujourd'hui, merci. On a beaucoup aimé de vous recevoir dans cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs qui ont suivi cette émission. En tout cas, restez scotchés à l'RTNC2 Développement. Merci à l'équipe technique. Là, je vois Boli, je vois Kalonji et je vois nos stagiaires qui ne cessent de venir pour apprendre et maîtriser le métier. Et au réalisateur Pierre Mwanda, salut à vous tous et restez scotchés à l'RTNC2 Développement. On se retrouve prochainement à travers cette émission Jeunesse et Emploi. Au revoir.